Il en vient ensuite à la partie symbolisme de l'arbre cosmique et culte de la végétation. L'Homo religiosus conçoit une préexistence à la vie sur l'espace terrestre, mais aussi un au-delà. Je cite, « La mort n'est qu'une autre modalité de l'existence humaine ». Je cite encore, « Le mystère de l'inépuisable apparition de la vie est solidaire du renouvellement rythmique du cosmos. » Fin de citation. Cosmos qui est vivant. Thème, un florilège de mots que j'ai pu trouver dans le livre d'amis de Pierre Bolin. Ils en disent bien long sur la nature des préoccupations des étudiants qui ont travaillé avec ce maître d'art. Si tu veux vaincre, apprends à souffrir, par l'art et par la guerre. L'arbre en est le symbole. Il exprime l'immortalité, notamment grâce à la consommation du fruit. Il exprime la vie et la sagesse. Ces arbres, situés dans l'autre monde, ont des gardiens surnaturels dont la mise à mort est une épreuve initiatique pour le héros qui sortira de sa condition humaine. Cette haute charge symbolique de l'arbre serait à l'origine de la domestication des plantes. Mircea Eliade aborde enfin la question du printemps et du mystère de la régénération de la nature liée à celle du cosmos vivant. Les signes qui préfigurent au printemps témoignent déjà de l'accomplissement du mystère. Alors, des jeunes montrent de maison en maison une branche verte, un oiseau ou des fleurs. Dans la désacralisation de la nature, Mircea Eliade compare un processus qui a lieu en Chine comme en Occident, à l'initiative des lettrés, mais qui selon lui est sans aboutissement en Chine. Il donne l'exemple des jardins chinois qui présentent un bassin et une reproduction d'une montagne. Autrefois, la montagne était l'île des bienheureux immortels taoïstes et était entourée par les eaux de la mer. La montagne était munie de portes étroites, nous y reviendrons, donnant sur des grottes. C'était à la fois un lieu paradisiaque et un lieu d'initiation. Les taoïstes ont hérité de l'idée générale du site parfait, un mont, de l'eau, un lieu en retrait, un lieu rituel pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes, pour le mystère de la vie. Les lettrés en ont fait des objets d'art dont ils conservent une émotion. On en est, selon l'auteur, au stade de l'art pour l'art. Mircea Eliade nous donne enfin des exemples d'autres hiérophanies cosmiques, avec la pierre, qui représente la puissance, la dureté, la permanence. Elle est, je cite, l'ontophanie par excellence, grâce à son irréductibilité absolue de l'être. D'accord pour un langage pacifique, absent de bavardage et de critique. Aujourd'hui, je souhaite vous faire partager ce qui m'a inspiré dans l'écriture de ma nouvelle composition que j'ai nommée D'accord. Alors pourquoi d'accord ? Parce que là, je fais référence dans le texte aux accords toltèques. D'accord, d'accord, c'est vrai, tout n'est qu'un rêve dans un rêve. D'accord la vie, d'accord l'amour, chacun parle de... J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, vous êtes nouveau.
C'est une violence acidulée qui irrigue cette série. Alors le sang coule beaucoup, les participants meurent, mais tout ça se vit dans une esthétique très enfantine. Les couleurs, les sons, en fait, nous accrochent et nous font rester dans un univers totalement onirique. Est-ce que cette frontière poreuse entre réalité et fiction, pour le dire un peu basiquement, est une clé pour comprendre et apprécier le cinéma coréen ? Oui, tout à fait. Il y a un côté ludique. Je pense que ça va très bien avec le cinéma, cette idée de jeu. Le cinéma a un côté ludique par le montage, par le travail sur les sons, sur les personnages. Et là, le réalisateur a bien trouvé cette idée-là, que le cinéma et le jeu font bon ménage. Et puis la dernière fonction qu'on pourrait dire de l'écriture médiévale et du langage en général, c'est la fonction dite de poiesis, de poétique, c'est-à-dire cette capacité à faire émerger du sens nouveau, là où il n'y en avait pas, ou là où il y avait un sens différent. Est-ce que c'est ça qui en fait cet immense succès ? Est-ce que c'est une série de gauche, comme on a pu le lire, une série d'anticapitalistes sur l'argent roi et l'extrême pauvreté, une série facho où si tu suis les règles, tu vis et tu deviens riche, et tant pis pour la démocratie, ou juste un truc gratuit, bêtement cynique, qui nous embarque, comme la culture coréenne nous embarque en ce moment, en grand écart d'ailleurs, de Parasite jusqu'à la K-pop. Superman, on l'a dit, qui apparemment le personnage change, c'est le fils de Superman, et là une nouvelle identité idéologique, il est bisexuel, bon ça le concerne, il est en lutte contre les changements climatiques, en lutte pour les migrants, et je crois contre les inégalités sociales. Donc Superman devient super woke. Il devient le personnage réinventé, un peu ce que certains ont voulu faire à James Bond en cherchant à le transformer en monogame buveur de kombucha. Bon, alors c'est l'espèce de sort qu'on voulait lui réserver. La plus évidente, c'est d'y voir une parabole sur la société coréenne elle-même, d'y voir une dimension sociologique de la série, puisqu'elle dénonce ces conditions de vie, cette spirale du surendettement. Ça, c'est sûrement vrai. Et la compétition ça résout pas à la question de savoir pourquoi l'engouement est mondial. Ouais. Et la compétition à outrance, d'ailleurs, aussi, c'est très très coréen, en fait. Et du coup, en effet, effectivement, on se demande pourquoi c'est mondial. Vous avez eu un élément de réponse ce matin, Marianne Chaillon, sur Twitter. Vous avez un Guillaume qui vous a répondu absolument. Elle donne à penser, c'est l'allégorie parfaite de notre époque craintive où la course folle au gain nous fait prendre les mauvais choix. La référence, c'est Hobbes, la guerre de tous contre tous, l'homme mauvais par essence, insufflé par notamment le personnage du vieillard. Je vois que Renan veut intervenir, mais quand même, Marianne Chaillon, juste en un mot, vous, la philosophe, est-ce que vous avez vu du Hobbes là derrière ? Si, sur le goût du spectacle. Pour moi, c'est Guy Debord plutôt, c'est la société du spectacle, jusqu'au cynisme absolu. En voyant moi la série, je pensais qu'il y a à peu près 30 ans, la critique capitaliste, c'était Fight Club de Chuck Palahniuk, je sais pas si vous vous souvenez, où les personnages viraient à la schizophrénie, où on voulait détruire le monde jusqu'à la schizophrénie. Aujourd'hui, la critique capitaliste, c'est devenir une victime consentante. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça, parce que, pour le coup, la série ne met jamais le système en crise et en cause, on est du point de vue du système. Et ça veut dire que Netflix en fait le marketing autour de la série. Parce que, en fait, normalement, la catharsis, elle devrait horreur et pitié, la purgation des passions par l'horreur et la pitié. Aristote, ça remonte il y a quand même très longtemps. La tragédie, donc on devrait être horrifié par ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'on voit apparaître en ce moment ? Les gens veulent faire un Squid Game. Il y a donc Netflix qui a organisé à Paris un faux Squid Game. On peut s'habiller comme dans Squid Game. Ça veut dire que la catharsis... Et on lèche des gâteaux pendant 5 heures. La catharsis, elle est séductrice, elle est pas repoussante. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette fiction-là qui touche à une forme de cynisme. Pour moi, et Marianne disait avec beaucoup d'humour qu'on en a tellement bavé pendant ces 2 ans qu'au fond, il y a une catharsis presque de violence, mais je pense qu'il y a une catharsis de cynisme. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désespoir total, qu'au fond, le Squid Game paraîtrait la seule logique à la société. Ça réenchante pas beaucoup le monde quand même. Non, pas tellement. Ça fait même limite peur. Bonsoir Adèle. Les grands théologiens du Moyen-Âge ont reçu de la tradition des titres. Saint Bonaventure a été appelé le docteur séraphique, parce que le séraphin est un ange embrasé d'amour, comme l'était Saint Bonaventure. Duns Scott a été appelé docteur subtil, inutile de préciser pourquoi. Saint Thomas a reçu plutôt à partir du XVIe siècle le titre de docteur angélique.
Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Tout d'abord, il peut s'agir d'une comparaison entre la personne de saint Thomas et l'ange. Saint Thomas était réputé pour sa très grande pureté. Son confesseur disait que sa dernière confession était la confession d'un petit enfant. Donc c'est un aspect de la pureté angélique. Alors, que les anges existent était donc une sorte d'évidence culturelle. Saint Thomas n'a pas à démontrer l'existence des anges, même si il propose une preuve, disons, de l'existence des anges, mais une preuve a priori, hein, c'est-à-dire, il explique que la création ne serait pas complète et n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas des créatures spirituelles, puisque la création doit faire retour à Dieu. Et seule une créature spirituelle peut, de manière quasi sacerdotale, assumer la création pour la restituer à Dieu, hein, pour la faire monter vers Dieu. Donc il faut des créatures spirituelles. Alors on dira, ben, il y a l'homme, hein, qui est la voix de la création muette, hein, par qui l'univers fait son retour à Dieu. C'est très vrai, mais l'homme n'est pas purement spirituel, et saint Thomas estime qu'il était nécessaire à la perfection et à la beauté de l'univers qu'il y eut des créatures purement spirituelles. Donc une preuve a priori, hein, c'est-à-dire en partant du projet de Dieu sur la création. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça par rapport à René Guénon sur cette idée de certitude? C'est d'abord que le monde que nous percevons n'est pas extérieur à notre ambiance, à notre présence spirituelle. On a deux mots en français. On a le mot qualitatif. C'est le purusha dont parle René Guénon, la qualité pure. Ce briquet, sans sa qualité pure, sans la vibration du purusha, il n'en resterait rien. C'est ça l'idée de René Guénon, l'essence. Par contre, le qualitatif pur, c'est-à-dire la manière dont je le reçois, ça, c'est de l'ordre de l'âme et c'est de l'ordre de la connaissance impressionnelle, identificatoire, qui ne peut jamais être dissociée du moi, de ce que je suis. Et donc, on aboutit là à une certitude intellectuelle. C'est de la phrase dont vous parliez tout à l'heure. Dis à Dieu de me débarrasser de l'idée de Dieu, c'est pas du tout blasphématoire. C'est-à-dire que Dieu, à ce moment-là, n'est plus un objet, c'est plus un mode c'est plus quelque chose que je tiens à distance. Un objet, si sublime soit-il, que je vais me représenter, c'est que je vais le sentir vibrer en moi. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Le mot pyro et pur, c'est le même mot. S'épurer, devenir propre, sans tache. On dit se purifier, par exemple. Ça veut dire retirer ce qui est en trop. Il n'y a pas de morale là-dedans, tout ce qui monte converge, il y a de moins en moins de choses, et au bout d'un moment, il n'y a plus de conflit, l'initié rayonne, au lieu d'absorber, c'est un saint. C'est-à-dire un enfant, parce que le sommet, ou la somme, c'est l'union des opposés. C'est également le sein du verbe ceindre, dont on a fait le tour afin de l'isoler. Parce que s'il est isolé, c'est qu'il est protégé. En vérité, il est isolé du monde profane. Il est sacré parce qu'il a été retiré du cours des choses. Là où pour nous, pour notre mode de pensée, le hasard est ce qui n'est relié à rien, pour les Chinois, c'est au contraire ce qui relie ensemble tous les éléments d'une situation. Et cela, Confucius l'a parfaitement expliqué. Un jour, il se promenait dans la campagne avec ses élèves et voit un oiseau qui se lève à l'approche du groupe, qui tourne dans le ciel et qui vient se poser sur la margelle d'un puits. Et là, Confucius a dit « Ah, l'oiseau, le loriot jaune, comme il est sage.
si l'être humain pouvait être aussi seul. Qu'est-ce que voulait dire Confucius? Il voulait dire que l'oiseau, qui est de toutes les créatures terrestres celle qui est le moins soumise aux contingences terrestres, l'oiseau, puisqu'il peut se poser n'importe où il veut, se pose toujours là où il doit. Que pour nous, quand nous regardons les oiseaux voler dans le ciel et se poser ici ou là, nous avons l'impression que les oiseaux se posent au hasard. Alors qu'en fait, ils se posent toujours à l'endroit où ils sont en plus parfait couplage avec l'ensemble de la situation. Prenons un exemple moderne de cela. Imaginez que vous rentrez dans une salle de cinéma et que vous êtes le premier ou la première à rentrer dans cette salle de cinéma. Où est-ce que vous allez vous mettre? Vous avez le choix entre tous les sièges de la salle. Vous allez vous mettre là où vous vous sentez le mieux. Chacun aura une réponse différente à cette question. Les frileux se mettront près du radiateur, les myopes se mettront devant, les amoureux derrière, parce que ce n'est pas forcément le film qui les intéresse, les anxieux près de la sortie. Et si vous regardez cela du haut de la cabine de projection, vous avez l'impression que les gens se placent au hasard. Alors qu'en fait, ils se placent en fonction du meilleur couplage qu'ils ont avec le moment, comme l'oiseau se pose à l'endroit où il doit. Et que donc, le hasard est pour les Chinois ce qui relie ensemble tous les éléments d'une situation. Et si l'hexagramme que vous avez obtenu en réponse à votre question apparaît pour des raisons aléatoires, c'est parce qu'aucun des 63 autres ne correspondait à la situation dans laquelle vous étiez. Évidemment, cela n'est pas cartésien, mais cela est tout à fait raisonnable. On perçoit d'emblée l'importance de l'angélologie pour l'anthropologie. Saint Thomas pense l'homme à la lumière de l'ange. De nos jours, on pense plutôt l'homme à la lumière du chimpanzé. À l'époque de Saint Thomas, la comparaison se faisait plutôt avec nos cousins du ciel qu'avec nos cousins de la terre, même si les uns et les autres sont importants.